traditions, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour. Bonjour, Ça Nadia. va, Amel? Ça va, merci. Un démarrage jazzy, Oui, du choisi jazz par Yazid. Yazid Ait Mahieddine. Oui, ça fait plaisir. Vous aimez le jazz? Non, pas trop. Franchement, non. Non. C'est pas mon dada. Oui, je sais que votre groupe préféré, c'était Kool and the Gang. Je C'est comprends plus pourquoi on rythmé. s'entend bien. Hein. Ben, Parce n'est-ce que pas franchement, c'est un de mes groupes préférés. Ah bah, ça va alors. On a beaucoup On a un dansé bon goût sur alors, hein. Oui, oui, tout à fait. Les 80s, il n'y a pas mieux. Ah oui, franchement. Les années oui. 80, C'est les meilleurs. hein. toute la musique de Ah, cette franchement, période, oui. c'est vraiment pas mal. Ah oui, oui. Voilà. Et bien sûr, c'est pas mal de retrouver le matin le soleil, encore une fois. Voilà. Je dis ça pour vous taquiner, parce que vous attendez encore la pluie, n'est-ce pas? Mais on Alors, espère quand bah même, oui, il y a d'après des la petites carte. ondées d'après la Oui, carte. voilà. On Alors, espère, qu'en hein. est-il J'espère que ça va se réaliser. Qu'en est-il des nouvelles du ciel aujourd'hui? Merci Nadia. Alors allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest, mais le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Par contre, près des côtes centre et est, eh bien on aura un ciel passagèrement nuageux, mais ces nuages deviendront de plus en plus denses, mais plus vers le centre-est et l'est du pays, qui peuvent donner quelques pluies durant cet après-midi, mais c'est plus prendra un caractère d'averse durant la soirée vers les côtes de l'extrême est. Par contre, vers l'intérieur, eh bien, on aura un ciel passagèrement nuageux sur le haut plateau
de l'ouest qui peuvent donner quelques faibles pluies durant la journée, mais le ciel restera souvent voilé sur les hauts plateaux du centre et l'est durant toute la journée. Et la moitié sud, eh bien, le ciel restera partiellement voilé avec une tendance orageuse vers le Nord Sahara, les oasis également le Sahara oriental. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Et à noter des soulèvements de sable, cette fois-ci, tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 18 degrés du côté de Batna, 21 à Constantine, 24 à Annaba, 25 degrés à Alger, Tizi Ouzou, également Oran et Tlemcen, 22 Tiaret Al Bayod, 23 à Djelfa, au sud, eh bien, 30 degrés du côté de Janet, 29 vers Biskra, 31 Béchar, Ilizi, également Tamanrasset, 36 à Tindouf, Insalah, 38 à Adrar et enfin le maximum cette fois-ci, Borj Medi Moukhtar et Ingzem avec 40 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest, va à 40 km/h sur les côtes centre de secteur est à nord-est et 40 à 50 km/h sur les côtes est de secteur nord-ouest. Et on va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où le ciel restera partiellement voilé à Bangui, peu nuageux, à Abuja, également Antananarivo, passage nuageux à Addis Abeba, Nairobi, Kinshasa, mais un beau soleil régnera à Lusaka et Windhoek. Des pluies prévues à Abidjan. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 22 degrés à Addis Abeba et le Cap, 32 Kinshasa, également Bangui, 34 à Abuja, 29 degrés à Antananarivo, en passant par les 26 degrés à Nairobi. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, C'est moi, Amel. merci. Je vous souhaite une agréable journée. Bonne journée également. Bon vent pour la suite. Merci. Très en bien, aura on besoin. se quitte en chanson. C'est la Avec coutume plaisir. dans Bonjour d'Algérie. Avec plaisir. Et voilà, donc tout de suite, la chorale Naram pour le bonheur voilà, des mélomanes ce matin. Voilà, c'est pour vous, mesdames, messieurs. Et voilà, nous entamons cette matinale avec des informations ô combien utiles pour le citoyen. Le transport, c'est crucial pour la vie au quotidien. Bien sûr, le transport public vraiment évolue. Il y a toute une politique nouvelle dans ce sens. Et puis voilà,
On va tout de suite avoir les détails avec notre premier invité, Monsieur Terni Yassine. Bienvenue. Vous êtes directeur général adjoint de l'ETUSA. Tout à fait. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Donc, surtout quand il s'agit d'annoncer voilà, de bonnes nouvelles aux citoyens. J'espère qu'on n'apportera que de bonnes nouvelles. Donc, voilà. voilà. On va parler, avant de parler des nouvelles dessertes, on va parler de Sehla. Sehla, déjà, j'adore le nom. Oui. Sehla, c'est censé faciliter Tout à fait. aux citoyens ces déplacements à travers Alger, mais aussi, surtout, ce sont les banlieues qui souffrent le plus dans Voilà. la capitale. Donc, justement, vous l'avez si bien dit, donc on a choisi le mot Sehla pour faciliter, c'est-à-dire pour la facilitation de déplacement des citoyens à travers nos lignes. Sehla, on l'a mise en circulation suite à l'ouverture des nouvelles dessertes de la banlieue. Très Voilà. bien. Donc, il s'agit de quoi? On a dit Sehla, on a dit facilité, mais on n'a pas dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'apporte justement cette nouvelle modalité donc, Voilà. par rapport au transport? Il s'agit D'accord. d'abonnement, c'est Donc, bien ça? avant d'aborder le sujet de Sehla, je voudrais Très bien. faire ça connaître à nos chers téléspectateurs que Oui. suite à la demande cruciale de transport ces derniers temps, après la livraison de plusieurs logements côté ouest d'Alger, C'est vrai qu'Alger voilà, s'est il y a agrandi. de hein. nouvelles cités qui ont été livrées et habitées. Donc l'offre de transport a vraiment augmenté. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, il faudrait trouver quelque chose. Voilà, répondre à cette demande nouvelle. Donc, en concertation avec nos collègues, la direction, les cadres des chemins de fer, on a décidé de mettre en circulation une nouvelle formule de transport banlieue. Oui, Bus, train. c'était vraiment Voilà. nécessaire, effectivement. Voilà. Les habitants des nouvelles cités de Bouinen, entre autres, par exemple. Pas Bouinen, non. Bouinen, oui, c'est Bouinen, en un dehors de peu la plus wilaya loin. d'Alger. C'est un Oui, peu plus c'est un peu loin. plus loin. Voilà, Mais en tout cas, ils font partie de ces citoyens qui ont bénéficié les gens de nouveaux- Bouinen ont été pris en charge par l'étude de Blida. Très bien, Voilà. excellent. Donc, Voilà. c'est la ville, c'est la wilaya Voilà, mitoyenne voilà, Alger. wilaya mitoyenne, Donc, voilà. on est dans le limitrophe, mais Oui. c'est vrai que c'est tout proche d'Alger. Il y a aussi le côté Zeralda, donc et Voilà. toutes les communes de Zeralda, donc Rahmaniya, Tout à fait. Sidi Ramdaniya, Ben Nour, Sidi Ben Nour. Babahsen, Abzio, toutes ces nouvelles cités, ça ont été reliées récemment par nos bus vers les gares ferroviaires. Très Donc, bien. pour opter pour un système bimodal. Donc, la Donc, matinée. on a la voie ferrée qui arrive à peu Voilà. près, à proximité, disons, de ces cités. Justement, on relie les cités vers les gares ferroviaires. Très bien. Voilà, c'est un Donc, transport bimodal. Voilà. Voilà. Donc on peut arriver à temps à son travail quand Voilà. on est dans un train Voilà. parce que les horaires sont précis Oui. et on a maintenant le relais Voilà. par le biais des bus. Et d'éliminer la congestion, Oui. de penser pour l'environnement, bien sûr, moins de véhicules en circulation, protéger l'environnement, moins de toxiques. Oui, absolument. Donc, quels sont on peut les citer, on peut informer donc les citoyens Bien donc sûr, des nouvelles bien sûr. lignes qui ont été créées. Bien sûr, les nouvelles lignes, même, de toute façon, même, nos citoyens peuvent consulter nos lignes sur notre page web, Très bien. site web et page Facebook. Hein. Donc, les nouvelles Le site donc www.etusa.dz donc Voilà. vous permettra d'accéder à toutes les informations nécessaires relatives à ces nouvelles lignes. Si elles correspondent à votre trajet, tant mieux. Sinon, Voilà. on corrige, il n'y a pas de souci. Sinon, il y en aura On corrige, d'autres. il y a pas Voilà, de- c'est ça, c'est voilà, le projet continu. Ça, C'est le projet continu. tout c'est à fait. l'opération pilote, on peut le dire comme C'est ça. l'opération pilote. On a commencé par la ligne Zeralda Alger. Tout Oui. le tronçon est couvert actuellement par ces bus-là. Très et bien. on passera pour d'autres régions. Voilà. Excellent. Côté ouest, Donc est et- voilà. Et pour ce faire, donc c'est un travail, on appelle ça donc un transport bimodal, Bimodal, donc tout à qui se fait. base sur deux moyens de Deux transport, moyens de transport. le oui. bus et le train. Oui. Et bien sûr, vous avez combiné donc vos efforts de coordination avec la SNTF ont abouti justement à des abonnements aussi qui sont une bonne nouvelle aussi. Bien sûr, là, voilà, Oui. on va arriver Là, sur on revient à l'abonnement Sehla. Sehla, voilà. Voilà. Un abonnement Sehla qui coûte 2500 par mois. Très Donc, bien. si on revient au coût de le citoyen aura 50% il va gagner 50% de son De portefeuille. son portefeuille, donc 7 voilà. jours sur 7, 7 voyage jours sur 7, illimité. Toutes les lignes de Oui. l'utilisation seront desservies par cette D'accord, carte. on peut voyager vraiment autant de fois qu'on Autant le de fois désire qu'on- pendant la voilà. journée, se Tout à déplacer au gré de nos besoins. à Donc de Zeralda vers Alger ou inversement. Voilà. Voilà, on peut faire 2-3 déplacements. Voilà, S'il veut rester dans le facilement. bus aussi. il y a pas de Oui, souci. s'il veut passer la journée à se Ah, balader, si à on est voir à un Alger, il n'y a peu. pas de souci. Voilà. Donc
Donc voilà, je doute fort. Alors comment faire? Vous dites que voilà, il y a un petit abonnement qu'il faut payer. Et il y a une carte qu'on va acquérir, un pass en Voilà, un quelque pass sorte. qui coûte 200 dinars en Très premier bien. achat, sa validité c'est 2 ans. Très Et bien. chaque mois, il s'acquitte d'un ticket, d'un Voilà. petit ticket pour Un ticket un ticket mensuel voilà. pour Comme le faciliter genre la vie. d'abonnement quand on était universitaire, donc Voilà. le coupon, Très bien. voilà. Donc ça va vous aider. Donc on va essayer de dire donc Je vais rajouter autre chose. oui, allez-y. On a même pensé aux citoyens qui ont des véhicules. Très Donc bien. même celui qui a un véhicule et qui peut utiliser cette carte, on a des parkings. Ah, Il laisse excellent. son véhicule. Oui. Il À prend- il proximité des prend- gares? À proximité des gares. Oui. Par exemple, quelle gare possède Zeralda, la gare de Zeralda, la Voilà. gare On va commencer ferroviaire. la gare ferroviaire de Très Zeralda. bien. Il y a un parking, il laisse son véhicule, il prend le train, le bus, mais Oui. moyennant de l'achat de cet abonnement. Excellent. Donc, c'est une ligne qui passe par Sidi Abdullah. C'est une ligne qui passe par Tassal al-Marja. Tout à fait. C'est bien ça. Oui. C'est une ligne qui passe par Oulad Chbel, Oui, tout à fait. Bertouta. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On va Et, sillonner toutes très ces bien, villes-là, très voilà. bien. Et bien sûr, le train continue jusqu'à Babzouar, Ouatzmar, El Voilà. Harrach, etc. Mais voilà, du côté ouest, c'est déjà pas mal Voilà. Nous, on d'avoir. va jouer le rabattement. On va Très rabattre les gens vers les gares ferroviaires. Excellent, Voilà. excellent. Donc voilà, donc c'est la nouveauté donc avec Sehla. Sehla, vous pouvez donc avoir tous les détails et bien sûr vous rapprocher des gares routières, donc sous l'égide de l'Etusa pour avoir plus de détails, pour acheter votre petit pass. Ils sont en Donc, vente au niveau Où des ça gares. encore? Voilà, dans nos kiosques et au niveau des points de vente de Voilà. la SNTF. Très bien, donc on voit aussi par le biais de la carte qui apparaît à l'instant, donc toute cette ligne, on voit le passage du train voilà, et vers Alger, voilà. Et c'est vrai que ça a l'air encore plus facile quand on voit sur la carte. Oui, oui. Ça, c'est la gare de Zeralda, c'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est la gare routière de Zeralda? Oui. Il me semble, Oui. voilà. Donc, Gare ferroviaire, ouais. eh ben, félicitations pour cette nouveauté, pour cet Merci. effort de coordination qui vous a valu combien d'années de travail en concertation? C'est des mois, c'est des mois. Quelques mois, donc c'est bien, bien ça sûr, va quelques plus mois vite où qu'avant. Ça a hein. fait l'objet d'une cérémonie en présence de Monsieur le ministre. Donc il y bien. a eu des protocoles d'accords signés entre les deux parties, entre les deux directeurs généraux. Oui, Voilà, il y a un accord commercial qui a été signé entre le directeur commercial et le directeur commercial de chemin de Oui. fer. Bien sûr, parce qu'il y a manipulation d'argent ici, donc il faut que chacun ait... excellent. Voilà. Donc il y a comme ça un commun Il y a un accord, accord, cette voilà, convention il n'y a pas de souci. avec donc la SNTF, voilà. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc on ne le répétera jamais assez, Sehla. C'est pour faciliter la vie au quotidien. Donc voilà, on se félicite de ce nouveau-né. Donc voilà, grâce aux efforts de l'Etusa. Donc je vous remercie, monsieur. C'est moi Est-ce qu'il y a c'est lieu de moi. rajouter quelque chose? L'Etusa est une entreprise citoyenne, donc Oui. on est au service du citoyen et voilà. Voilà, n'hésitez pas à faire part de vos problèmes de transport via cet espace qui est justement le site de l'Etusa. Ça permettra d'avoir vraiment des indications et des indices par rapport aux besoins réels, les besoins voilà, qui vous concernent. Merci encore une fois à C'est Monsieur moi. Derniche Yassine, directeur général adjoint de l'Etusa, de nous C'est avoir moi. permis d'annoncer cette belle nouveauté, donc Sehla en l'occurrence. Je vous souhaite bon vent pour tout cela et toute la réussite au projet imminent donc de l'Etusa. Et quant à nous, on reste ensemble, on continue après ceci.
plaisir maintenant tout de suite de recevoir mes amis, voilà, mes amis et mes collègues. Lilia Bennasser en l'occurrence pour les news culturelles. Bonjour Lilia. Bonjour Nadia. Ça va? Très bien, merci, ravie de vous retrouver. Eh ben, comme chaque avec semaine. de belles couleurs qui donnent super bien à l'écran. Autant que les vôtres. En tout cas, le plaisir aussi. Le plaisir ce matin, c'est de recevoir, après 2 longues années d'absence, Ahmed Grig Hassan, qui est avec nous aujourd'hui pour... Bonjour, voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum. Très bien, vous mettez en valeur tout le patrimoine culturel et culturel en faveur justement de... Exactement. Voilà, religieux et culturel. Exactement. Enfin, on essaie de jeter un peu de lumière sur le patrimoine algérien, le patrimoine universel islamique. Donc la contribution algérienne dans la civilisation universelle, on essaie de mettre en valeur tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, il sera question un petit peu du Maoulid al-Nabawi Sharif qui sera célébré la semaine prochaine. Exactement. On est en plein Rabi al-Awwal et comme vous le savez, la tradition faisait que les préparatifs pour le Mouloud ne se faisaient pas pour le Mouloud. Donc, Oui. donc, il y avait tout un rituel qui se faisait dans les mosquées, il y avait plein de choses qui se faisaient. Donc, ce qui a créé un genre littéraire spécialement pour le Mouloud. Donc, Oui. on va essayer de parler de ça. On va en parler dans un instant, le temps que Lilia nous donne les meilleures, voilà, les meilleures destinations culturelles de cette semaine. Tout à fait, Nadia, avec plaisir. Écoutez, nous sommes là pour le faire justement, pour partager avec les téléspectateurs les rendez-vous importants à ne pas rater ce week-end, que les activités reprennent. Donc, autant profiter tout en bien évidemment respectant les gestes barrières et j'ai l'impression que tout se passe bien, que tout le monde est content, les organisateurs, les participants et bien évidemment les amateurs de culture. Et nous aussi on est contents parce Oui. qu'après 2 années d'absence, Tout à Ahmed fait. Grig Hassan nous revient enfin. Oui. Voilà. Et ça et sauf. Quand je dis ça, voilà, le plateau, vous avez manqué quand même à l'édition, aux éditions de Bonjour Très d'Algérie. bien. Restez en tout cas donc notez, prenez une feuille, un stylo pour noter et commencez par les expositions. C'est fait. Très bien, Radia. Donc du côté de la galerie Zouart, on Très en a bien. déjà parlé. Il s'agit de Djawlet Gessouma qui expose actuellement et ce jusqu'au 21 octobre. Donc une belle exposition à découvrir jusqu'au 21, pardon, qui est intitulée Daqiqa Tsatash. Et puis le tapis est toujours à l'honneur puisque toute une semaine entière lui est consacrée donc jusqu'au 14. Donc ça va se finir ce week-end. N'hésitez pas à aller faire un tour et c'est du côté de chez Handmade Art, donc un espace, je l'avais dit la semaine passée, consacré donc au savoir-faire des artisans et artisanes algériennes et algériens, artisans algériens, et puis donc surtout dédié aux faits main et à tout ce savoir-faire donc et cette semaine c'est le tapis qui est à l'honneur. Et puis Je peux ouvrir une petite parenthèse. Bien C'est évidemment, vrai la que Diane. si vous avez, voilà, s'il y a de la dextérité comme ça, si vous êtes doué de vos mains, sachez que la CAM, la Chambre algérienne des métiers et de l'artisanat, donc offre plein de cycles de formation. Voilà, vous pouvez vous inscrire, vous rapprocher de la CAM pour avoir plus de détails et développer un don, pourquoi pas. C'est une opportunité à ne pas rater. tout à fait, bien évidemment. Et puis pour s'améliorer, pourquoi pas se lancer dans les choses qu'on aime faire et qu'on sait faire. Et puis nous allons, Radia, passer à la littérature. Le livre est à l'honneur du côté de Bdjaïa, où une trentaine d'éditeurs, d'exposants ont pris part depuis lundi au carrefour du livre d'expression Amazir, un espace de rencontre et d'échange entre éditeurs, auteurs et grand public. La manifestation de 3 jours se déroule à l'université de Bdjaïa. Donc même la littérature est mise en avant à l'université de Bdjaïa et ce jusqu'à ce week-end. Donc un très beau rendez-vous donc pour les amateurs de littérature. Et puis nous allons passer au 7e art. Plein de projections vous sont proposées par la salle Ibn Zeydoun et nous allons commencer par mercredi. Aujourd'hui, 3 séances à 13h d'une et toujours à l'affiche. Donc l'histoire de ce jeune homme brillant voué à connaître un destin hors du commun. La projection est prévue à 13h et puis à 15h, Mourir peut attendre. Voilà donc les 2 projections prévues aujourd'hui. Demain, jeudi, à 13h, Black Widow. À 15h, Mourir peut attendre demain. Et puis à 18h30 également une autre projection en version originale cette
cette fois-ci, et le vendredi, un film pour enfants, puisque c'est le week-end, vous pouvez donc aller faire un tour pour découvrir La Patte Patrouille, donc film qui fait fureur, dédié aux enfants. Donc la projection est prévue à 15h vendredi et à 18h30, toujours Mourir peut t'attendre. Donc, Mourir peut t'attendre. Quelle phrase, quelle sacrée phrase. Oui, comme si qu'on... Oui. En tout cas, ça interpelle, on a envie d'aller voir, on a envie de découvrir comment peut-on reculer la mort, franchement. Nous, on l'a fait avec le Covid. Oui, bon, on a essayé de pousser le plus loin possible ce danger, ce fléau, effectivement, et la mort, bien sûr, qui en découle. Mais c'est vrai que, voilà, ce film est à voir. Il faut dire qu'à peu près les mêmes films sont aussi projetés dans deux autres salles. Voilà, on a la salle Sahel, c'est bien ça, de Cheraga, et puis Ibn Khaldoun aussi, qui offre la possibilité de découvrir toutes ces nouveautés cinématographiques. Tout à fait, et c'est des cycles en fait, c'est les mêmes projections qui sont, donc c'est les mêmes films qui sont projetés tout au long du mois, et puis pour proposer d'autres longs métrages donc le mois prochain, et bien évidemment nous serons là pour les annoncer. Et puis nous allons poursuivre avec le 4e art cette fois-ci, du théâtre du côté de Tizi Ouzou, donc le théâtre Ket Biassine qui propose plein de pièces théâtrales donc ce mois-ci. Hier, juste faut rappeler qu'hier la générale de la pièce intitulée Le Clown donc a été proposée au public à 14h, une pièce réalisée par la coopérative El Manara de Boumerdes, donc une très belle pièce qui a été projetée, et puis d'autres vont venir tout au long de ce mois. On pourra citer El Medjnouna, donc qui est programmé le 16 octobre à 14h, et puis le 19 toujours à 14h, c'est une autre pièce qui sera présentée, une pièce pour enfants cette fois-ci, elle est intitulée Bassamet, donc le théâtre est aussi très actif, et là on prend exemple le théâtre de Tizi Ouzou, Ket Biassine, voilà. Et nous allons finir avec notre grande artiste Lila Borsali, donc qui donnera un concert, donc elle revient, en fait durant la pandémie c'était des concerts virtuels qu'on pouvait découvrir donc sur internet, mais là elle a fait comme chaque année sa rentrée en Nouba. Exactement. Et c'est vraiment une très belle orchestration, un plaisir de découvrir la Borsali et son orchestre chaque année, comme ça, au commencement de l'année musicale. Exactement, c'est une tradition. C'est une tradition à laquelle elle n'a jamais dérogé, malgré la pandémie, malgré les difficultés. Comme vous dites, elle s'est adaptée. Exactement, voilà. Elle s'est adaptée au grand bonheur donc des mélomanes et de ceux qui aiment, du public de Lila Borsali. Et donc, eh bien, ce week-end, elle sera, à l'Opéra d'Alger, pardon. Excellent. Donc, à partir de 19h, un concert, justement, une rentrée en Nouba. Et puis, bien évidemment, soyez nombreux à aller découvrir cette première, le retour, on va dire, sur scène de Lila Borsali. Voilà les Radia pour les rendez-vous prévus ce week-end. C'est très bien. Merci beaucoup, Lilia. De rien, c'est moi. Voilà, merci pour ce petit voyage à travers l'activité culturelle de cette semaine. On revient à notre ami donc Ahmed Grigahsen. Voilà, re-bienvenue. Très bien. Donc, on disait que voilà, la semaine prochaine, la communauté musulmane, nous, voilà, à travers la planète, célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est en fait tout le monde. Il est venu, c'est le messager pour l'alamin. Donc, c'est le monde entier, c'est l'univers qui va célébrer la naissance du prophète alayhi wa sallam. Donc, nous n'allons pas revenir sur l'origine de la fête. On en a déjà parlé. En fait, on sait très bien que la fête, en fait, Rasul sallam, c'est un repère. À chaque fois que le monde musulman était en crise, donc il cherchait, il revenait au fin fond de soi, il revenait à ses repères premiers. Donc, et bien sûr, le repère, le grand repère, c'était Rasul sallam. Et apparemment, il a tracé la voie pour l'humanité. Et il n'y a pas que les musulmans qui s'en inspirent. Exactement. Il est à la tête des personnalités les plus influenceuses, donc qui ont influencé l'humanité. Donc, au premier plan, on trouve d'abord Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, parce que vous savez, dans le classement universel. Du fin fond du désert, donc de la Mecque qui était à l'époque non seulement un point marginal, mais pratiquement il n'avait aucun poids devant Byzance, devant Rome, devant la Perse, devant les grandes civilisations qu'il y avait. Et du coup, il y a tout un chamboulement qui vient de cette petite ville, de cette civilisation qui était marginale pendant 2000 ou 3000 ans. Et donc, ça a changé le monde. C'est
c'est pour ça que ça... Et ça a transformé aussi nos vies, parce que ça nous a donné une religion, bien sûr, et avec tous les pendants qui vont avec la religion, le pendant culturel, le pendant mystique, le pendant cultuel. Donc, on a une vie, nous avons fini par avoir une civilisation qui est, donc, qui a tous les honneurs devant toutes les autres civilisations. Et donc, le Mawlid ta Rasul a commencé à être fêté au 7e, disons 8e siècle de l'Hégire, et c'était un moment crucial pour le monde musulman parce qu'il y avait les attaques des Tartares de l'Est et les premières croisades, oui, les croisades, c'est ça, exactement, qui commençaient. Donc le monde musulman était encerclé, pris en étau comme ça, et donc il fallait que les musulmans reviennent sur soi, reviennent sur eux-mêmes et cherchent le repère pour essayer de s'accrocher et se donner encore une deuxième vie. C'est ce qui a été fait. C'est pour ça que c'est devenu une tradition qui a été fêtée, et jusqu'à présent elle est fêtée dans le monde musulman. Il y avait 1 ou 2 pays qui étaient réticents, mais il y a au moins un pays qui a rejoint les autres pays, c'est l'Arabie Saoudite qui a commencé à le fêter officiellement, ça fait 2 ans. Donc maintenant c'est tous les pays musulmans qui le fêtent. Donc, et autour de ça, il y a toute une littérature qui a été construite autour de la personnalité du prophète et de sa vie. Au début, il y avait Kutub Sir, donc Kutub Sira, la Sira Nabawiya. Il y a aussi des livres dédiés à Al-Maghazi, donc tout ce qui est les guerres du prophète, les batailles qu'il a eues. Et puis, il y a eu, ça s'est développé. On est passé à un certain type de poésie. Bien sûr, le champion du monde de la poétrie, donc c'est le Burda de Bousséli. Le Burda, l'incontournable, reprise par les chanteurs, voilà, reprise par les poètes, du Pakistan, de la Chine au Sénégal, tout le monde chante la Burda. Il y a eu aussi les livres de Shama'il, donc c'est des livres qui sont consacrés aux sifat du prophète, aux attributs du prophète. Donc, qu'est-ce qu'il distingue du reste des hommes? Qu'est-ce qu'il ne distingue pas? Sa partie homme et sa partie messager. Donc, c'est un genre consacré au prophète. Oui. Donc, en citant justement le Burda, déjà vous avez parlé des attributs, il y a aussi donc les reliques du prophète. Voilà, sallallahu alayhi wa sallam, ces reliques sont là, elles sont conservées. Et le Burda, il faut dire que c'est quoi? C'est l'habit. C'est l'habit. C'est la tradition veut que le jour où le poète du prophète salam, donc quand il a déclamé un poème devant lui, donc le prophète salam, ils étaient en fait en guerre de communication avec les Qurayshites. Les Qurayshites avaient leur poète. Rasul salam n'avait qu'un seul poète. Donc quand il a déclamé, donc il a été tellement l'émotion, donc il lui a offert sa burda. Et donc, il y a aussi cette tradition du prophète, quand quelqu'un vous fait du bien, il faut le récompenser. Ça, c'est une sunna qu'on fait plus. Et le burda du prophète était un symbole justement d'austérité, de simplicité. C'était pas vraiment une burda avec des ornements. Non. C'était vraiment... Non, mais c'est une burda toute de simplicité. Parce qu'il était vraiment... Il donnait l'exemple de l'austérité, notre prophète. De toute façon, en fait, il n'a jamais mis quelque chose. C'était pas un roi, c'était pas l'empereur de Chine ou c'était un homme du peuple, tout simple. En tout cas, on va écouter un extrait de Burda et on va continuer tout de suite. Très bien. Voilà. Quelle surprise. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Ahmed Gliga Hassan, où nous évoquons également toute cette belle littérature autour de son... de la vie, de l'œuvre, des attributs du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a aussi des livres qui ont été consacrés. J'ai vu 500 salat al-nabi alayhi salatu wassalam. Donc c'est un livre consacré à la salat alayhi salatu wassalam. Il y a des livres qui ont consacré sur l'asma, donc les noms qui ont été donnés au prophète alayhi salatu wassalam. Il y a aussi d'autres livres qui sont, c'est un genre, c'est ce qu'on appelle le mawalid. Le mawalid, c'est des livres qui sont faits pour être chantés pendant tout le mois de Rabi al-Awwal. Donc, et c'est des chapitres. Donc, comme le Burda, c'est pas
c'est pas un ensemble, c'est pas juste une poésie, parce que c'est des chapitres où on parle de sa naissance, on parle de sa rada'a, on parle de son message, risala, etc., etc. Donc c'est aussi un livre d'histoire un peu. Tout à fait, et donc, puis elle est longue. Elle est longue, bien Elle est sûr. longue, le Burda, Donc oui. c'est ça. Par exemple, à Tlemcen, on sait qu'au royaume de Tlemcen, donc ils ont fêté ça dignement avec le Mawla Abou Hammoum Moussa Ziyani, avec les grands poètes qu'il y avait, Taghri, avec Tlersi, avec le frère de Ibn Khaldoun, avec Ibn Marzouk. Donc tout ça, et puis ceux, ils l'ont fait pendant presque un siècle. Donc on a des traces de un siècle d'activité où chaque fois il y avait au Mouchouar la fête, on célébrait le Mouloud avec une soirée qui était dédiée à la poésie. C'est une poésie qui était chantée. C'est Oui. là où il y a eu l'invention de Sama'. Oui. Sama', c'est le fait de chanter sans instrument ou avec le minimum d'instruments. Donc il n'y avait que les percussions, quelque chose comme ça. Donc il y a une différence entre la musique, voilà, il y avait aussi je ne sais pas, la cloche comme ça. Une petite clochette Voilà, comme ça, exactement. qui continue aussi d'être Dans le style percussion. En fait, c'est pour donner le tempo. Par exemple. Exactement, ils font ça. Donc ça, c'est la tradition de Sama'. Donc tout ça, donc en Algérie, c'est très divers. Donc on pense que c'est toujours la même chose. Non. Par exemple, dans les Zaouïas au sud, ils ont l'Hamziya. Ils ont quelques poèmes locaux. Et ils ont l'Hamziya aussi de l'Bousseri qu'ils chantaient. Il y a aussi la Bourda, bien sûr. Amos Targhanem, donc l'Akhdar Ben Khlouf avait consacré aussi tout un pan de poésie. Ça fait 5 siècles, imaginez que la poésie de L'Akhdar Ben Khlouf vit avec nous, donc là on vit avec elle plutôt, donc qui nous accompagne. Notamment le Khazna Sghira ou Kbira. Donc il y a Ousmane Abdelkader Ben Namash qui a publié 3 tomes sur la poésie de L'Akhdar Ben Khlouf. Donc il y a ça. À Constantine, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent Majalis al-Arousi. Oui. Il y a aussi le Barzanji qui se fait quelque part en Algérie, donc ici à Alger, à Constantine. Il y a au sud, donc il y a le Wasa'il Mutaqabbala fi Madh al-Nabi. Ça, il m'a été offert par mon ami Akassem, Nordin Akassem, et c'est de Taman Rasset. D'accord. Donc vous imaginez, il a été publié là-bas, et j'ai vu quelques copies avec la calligraphie de Taman Rasset local. Vous savez, c'est des formes triangulaires. Oui. C'est le Koufi du Sahara. Donc c'est très beau. C'est une écriture très particulière. Donc ça c'est aussi c'est consacré comme étant dans la tradition de la célébration du prophète. Et c'est aussi plusieurs poèmes que les gens chantent, pas que la nuit. D'accord. Donc nous on pense que quand on parle de la tradition donc on parle de l'achat, le henna, chemin, noualet, le mharaq bien sûr. Mais au sud, il y a toute cette évocation du prophète. Tout le mois. Il y a aussi des rencontres particulières, notamment celle de Timimoun. Le sbour de Timimoun est exceptionnel et on sent quand même la spiritualité qu'il y a autour de ces lieux mystiques au plus haut point. Donc il y a Tarit aussi qui le célèbre de la même façon. Il y a aussi le Menara à Tunis, je ne sais pas s'ils ont gardé, à Cherchel aussi, à Tunis je pense à Cherchel ils l'ont gardé, c'est sûr. À Tunis il y a des fois ça vient. Il y a des survivances, À Alger il y avait aussi la Menara qui a disparu. Il y avait une procession qui était la veille de Mouloud, donc il partait de Jam' al-Kbir, il partait à Sidi Abdelrahman pour célébrer. Tout ça mais autour de tout ça se faisait, était tissé par une production littéraire qui était consacrée au prophète alayhi salatu salam. Donc ça se faisait pas comme ça. Donc il n'y a pas que les gestes, il y a aussi des paroles qui étaient consacrées. Donc à Alger aussi il y a la poésie qui était chantée c'est une poésie faite par les mouftis. Donc les mouftis d'Alger qui ont écrit des poèmes. Donc il y a Sidi Ahmed Ben Abdallah Zouaoui qui était élève de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, ça fait 5 siècles quand même. Il y avait les mouftis Ahmed Ben Ammar, il y a l'Annabi, il y a Al-Qababti que tout le monde connaît avec Yahamam Belghslami al-Jazair. Donc il y avait Cheikh Abdelhanim Ismaïa, Rabbi Yarhamhum Kamlin, il y a Cheikh Belhafaf. Tous ces noms, donc ils ont et j'ai eu le plaisir, l'honneur d'avoir entre les mains le registre de l'un des derniers Bach Qissad d'Alger, c'est Cheikh Mohamed Bistanji. Il m'a été remis par Amer Bistanji, le doyen des scouts, donc et on l'a réédité. Donc on a excellent. Donc une réédition de toute la poésie.
consacré au Mouloud, ici à Alger, 5 siècles de tradition. Et ça, Et depuis quelques années, justement, on assiste à des regroupements très intéressants du côté de Sidi Abderrahmane, à l'initiative du Musée des Arts et Traditions Populaires, mais également des associations locales qui activent dans ce sens de donner vie à toute cette poésie, cet accompagnement littéraire. Et c'est ça le patrimoine, c'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, parce que la poésie, c'est un patrimoine, mais il est immatériel, bien sûr, c'est pas une construction, c'est pas... mais c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Donc, vous savez, moi, une fois j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, au bout de 3 mois, je fermais les yeux, je voyais le couscous. Ah, oui. Parce que, c'est vrai. bien sûr, parce que ça fait partie de nous, c'est dans nos gènes, on est comme ça, c'est notre tradition, c'est génétiquement, on est un peu, on a été conditionné par des traditions. Moi, si je ferme les yeux, et c'est vrai, voilà, donc voilà, je ferme les yeux, on va voyager, on voit Tomina, on voit le henna. Exactement. On voit aussi les femmes les femmes déclament une poésie particulière pendant ces occasions et ça reste toujours des louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des paroles qui restent. Voilà, exactement. Et vous savez, pour le Bourda, tout simplement, on a vu la mélodie qui a été chantée donc, dans le clip, ici à Alger, donc ils ont, dans la même Bourda... Yazid Ait Mahiddin me chantait à l'oreille à l'instant, voilà, il y a un moulid. Non. هذا مولود donc, et c'est des mélodies qui nous ont nous ont bercés, exactement, et qui sont restées, mais aussi il y a aussi le génie musical qui vient avec cette poésie. Donc elle n'est pas déclamée, elle est chantée. Donc le Bourda en Algérie, on a une dizaine de mélodies pour le Bourda, donc il change. Si vous avez noté, donc vous rentrez dans YouTube, vous voyez dans les Zaouïas, donc il change de mélodie, parce qu'au bout d'un certain moment, les gens se lassent, l'oreille se lasse, on change, on va à un tempo plus élevé, on revient à plus calme, tout dépend du sujet, donc on va changer. Le patrimoine andalou aussi reprend des poèmes extraordinaires autour du prophète, et à l'occasion justement du mois de Ramadan, on redécouvre ce patrimoine. Et l'andalou, en fait, il y avait deux répertoires, il y a le répertoire profane, il y a le répertoire religieux. Donc le répertoire religieux, un peu sérieux, il a été perdu quelque part, mais on l'a ressuscité avec le travail, parce que dans l'ouvrage, donc le vieux livre, c'est Majmou al-Qasaïd wal-Ad'iya de Rodoussi, il y a les poèmes, mais on n'a pas les mélodies. Mais dans le Zmam de Cheikh Mohamed Bistanji, on a les textes et puis la partition, parce qu'on n'a pas de partition musicale comme dans le solfège, mais on a le qiyas, ce qu'ils appellent le qiyas. Donc cette partie se chante tel Msaddar Hussein, cette partie c'est le Btayhi Araq, cette autre partie, donc il y a tout le répertoire. Donc les gens, quand ils vont ouvrir, donc ils savent aussi donc comment calquer un peu et essayer de ce qu'ils appellent le marma. Et c'est comme Abderrahmane Dali, Abdelkrim Dali, pardon. Abdelkrim Dali, donc il colle parfaitement à la célébration de l'Aïd. Il y a une autre voix qui résonne, c'est celle de Abderrahmane Aziz, donc le blidéen, qui a initié toute une génération de chanteurs et de choristes autour des chants religieux et les louanges surtout au prophète. Donc tout ça, vous avez toujours ça, Lydia, en mémoire. Exactement, systématiquement. Donc le Mouloud, tout de suite, on a cette référence. On a le Mouloud. Donc, ce qu'on essaie de présenter cette fois, c'est de dire qu'il y a aussi tout un genre littéraire qui a été consacré au prophète alayhi salatu wassalam dans toutes ses dimensions. Donc maintenant, il y a des études politiques et sociologiques qui ont été initiées sur là. Mais anciennement, c'était l'histoire, c'était essentiellement Sira. Et puis, il y a aussi cette façon de chanter le prophète alayhi salatu wassalam et de l'évoquer dans nos soirées, parce que sinon, on aurait passé des nuits à papoter à parler de n'importe quoi. Mais au moins, on consacre quelques nuits, au moins, donc, je voudrais... Et puis salat al-Nabi, comment dire, ajr, comme on dit, c'est vraiment très, très apprécié. Donc, c'est la période où il faut vraiment évoquer le prophète. Je vais vous dire une chose, et ça m'a vraiment marqué cet été, en pleine crise d'incendie.
Donc, il y a un copain qui vit en Angleterre, c'est Mohamed Bouabdallah. Il a un ami en Kabylie, donc ils étaient en pleine crise. Et il lui raconte, il lui dit, tu sais, ma grand-mère hier, elle a passé la nuit à dhikr salatu salam ala Rasulullah. Et elle leur dit, salatu salam ala Rasulullah, tafi nar. Dans le sens dans l'au-delà, donc on va éviter nar, jahannam, donc grâce au salatu. Et physiquement même dans ce monde. Donc elle a passé sa nuit à dua, dhikr, salatu salam ala Rasulullah. Donc pour vous dire que c'est des gens qui n'ont peut-être pas de formation, mais qui ont tout compris. C'est un héritage qui a été transmis donc, de génération en génération. Les Zaouïas perpétuent cet héritage partout dans le territoire algérien. On assistera à des célébrations intéressantes. Il y a aussi la ville de Gherdaya qui va vibrer vraiment durant cette célébration parce que c'est sacré pour les habitants de cette région du Mzab. Donc, où qu'on soit, on se dirige vers la Pentapole pour célébrer le Maouloud Nabawi. Même si on est au fin fond de l'Algérie, on revient parce que c'est un jour très spécial. C'est un retour aux sources dans tous ses sens. Oui. Donc, bien sûr, nous, localement, on est lié à certaines localités. Chacun revient vers son patelin d'origine. Mais le patelin d'origine revient au patelin d'origine qui est la Mecque. Donc, on revient à la source. Et donc, c'est ce qui fait le rattachement et cette façon à chaque fois de nous relier à l'origine, de ne pas s'oublier parce qu'on s'écarte avec le monde, avec les développements, avec la technologie, on a tendance à la modernité, mais de temps en temps on fait une halte, un arrêt comme disait l'Amir Abdelkader pour revenir nous ressourcer parce qu'on a besoin de ça, il ne faut pas s'oublier. Très bien, donc on ne dira jamais assez de bien de ce prophète. Donc c'est vraiment Khatim al-Anbiya, c'est Shafi'a. Pourquoi on l'appelle Shafi'a? Parce que Shafi'a, c'est lui qui va intercéder pour nous, pour les musulmans, ceux qui ont cru en lui. Donc il va intercéder, on l'appelle Hashir, on l'appelle Aqib, on l'appelle Ahmed, on l'appelle Muhammadun Ruhul Wujud, Wasirul Akwani, comme disait Cheikh Mohamed ibn Shahid, Qutbul Wujud. Il y a aussi des gens qui ont consacré des livres pour les noms et les qualificatifs du prophète alayhi salatu wassalam. Donc tout ça, il est Tahir, bien sûr, Tahir. Donc je ne sais pas, je vais vous lire donc je vais vous lire un peu. اختم يا سلام لنا كرامة بحسن الختام مع السلامة بمن لي ربيع به ازدهاء وحسن بديع ثم بهاء وقدر رفيع ثم سناء هلال التمام c'est le nom du prophète باهي العمامة شفيع الأنام يوم القيامة الهادي البشير طه المكرم البدر المنير الطود الأعظم الحامي المجير إن خطب أظلم نخبة الكرام ركن الدعامة مجلي الظلام زين العلامة فحاشا يخيب عبد توسل لك يا مجيب بخير مرسل حماك الرحيب غيثك الأشمل أحمد الهمام سامي المقامة له في القيام عقد الإمامة. Donc tout ça, vous allez trouver dans tous ces poèmes. Donc il y a la citation de tous les noms, les surnoms, les qualificatifs, les attributs du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est une collection. Donc on ne se lassera jamais d'évoquer toutes ses qualités et tous les bienfaits qu'il a fait pour. Parce qu'il suffit de se rappeler que Rabbi wasmu yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Et il l'a qualifié de rahmatan lil alamin. Donc, à qui mieux. Donc, absolument. Donc, moi, je suis curieuse, vous qui êtes près de toutes ces personnes érudites, donc de tous ces érudits, de tous ces personnes versées dans les préceptes de l'islam, je suis curieuse de savoir comment vous passez cette journée en particulier. Comment vous célébrez le Maouloud Nabawi habituellement? Donc, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des destinations favorites? Non, en fait, nous, on essaie de perpétuer la tradition d'Alger qui était de chanter justement l'air Saïd de le Mouloud d'Alger. Donc c'est très particulier. C'est un répertoire d'Alger. Donc avec Amereda Bestanji, avec Ami Shakir. En fait, j'avais découvert ça dans un reportage qui a été fait pendant les années 80 sur Cheikh Mhidine Bechtarzi,
Ils lui ont fait un reportage et ils sont partis à Sidi Abdelrahman enregistrer justement le poème Khtimia Salam Lana Karama. Ils avaient chanté ça. Tout de suite après, je suis descendu à Alger, donc à Saht Chouhada. Je suis parti dans. Il y avait une librairie, la librairie de Hajj Al-Hanafi, qui était à côté de Kchawa. Et c'était là où j'ai acheté ce livre. Un petit trésor. Je vous parle de 86-87. J'étais très jeune. Donc j'avais découvert Rodossi, donc les éditions Rodossi, les éditions Matba'at Alibia Rodossi et tous les bienfaits qu'il a fait pour l'Algérie. Donc il y a et puis à Sidi Abdelrahman, les gens à chaque sbeha, donc chaque matinée de Mouloud, donc les gens, tout le monde revient, tout le monde se réunissent pour chanter les chansons les poésies. Donc il y a bien sûr le répertoire, on commence par les poèmes classiques, donc Ala ya Latif, donc et tout le répertoire aussi d'Ahmed Sabi. Bi'asma'ika al-husna. Donc il y avait la présence des grands maîtres, Cheikh Ahmed Serré, Cheikh Mohamed Khaznaji, Allah yataoul fi amro, Ami Ismail Hanni, Rabbi yarhamou. Il y avait bien sûr Ammar Reda Bstanji, Allah yarhamou tani. Il y avait Cheikh Mahmed. Donc les vieux venaient, donc c'est eux qui ont transmis la tradition. Donc ils venaient. Donc il y avait d'autres vieux qui étaient présents, mais on n'a pas connu leur nom, donc qui nous pardonnent. Rabbi ismahna minhum, mais Rabbi yarhamhum ila kanu min mouta, Rabbi yarhamhum ila kanu min hayyin. Aussi, donc c'est des gens, ce sont ces gens qui ont transmis. Et quand Mereda avait découvert enfin, je ne sais pas, il a ramené le manuscrit, le Zmem, il l'a remis. Donc, Mereda, qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai pris chez moi, je l'ai bien sûr scanné tout de suite pour ne pas le perdre. Qu'est-ce qu'on en fait à Mereda? J'ai commencé à travailler, donc à taper sur le Word et tout, et on a fini par l'éditer à l'ANEP. Depuis la dernière édition de Majmou al-Qasaïd al-Ad'iyya en 69, ça a évolué ça n'a pas évolué, ça a été réédité. Donc voilà. à travers, il y a d'autres poésies, donc il n'y a pas de chevauchement complet entre les deux, mais il y a bien sûr un chevauchement entre les deux. Mais bien sûr, ce sont des versions réactualisées. Des versions. Donc, on chante Bi asma'ika al-husna fatihtu tawassuli wa minka rajawtu al-afwa shama talibi ya rabbana ya khaliq al-awalim. Et il y a aussi le mouloudiyat. Mouloudiyat, la plus importante de Sidi Abdelrahman, c'est Muhammadun ruhul wujud wa sirul akwani imam wa ashab as-sujud wa ma fama lahu thani. Donc tout ça, donc c'est ça la tradition, ce qu'on fait la matinée de. C'est excellent. J'imagine que Lilia aussi perpétue à sa manière, en famille, tout à fait, et célèbre. Plutôt le soir. Le soir, nous c'est le repas, bien sûr. Voilà. Les femmes, on s'occupe du repas. Les enfants chantent justement. On remet pendant la soirée les chansons connues, comme vous dites, donc pour que les enfants les apprennent. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils les apprennent à l'école. Donc dans les crèches, il y a plein de festivités durant la semaine du Mawlid Nabawi, et donc les enfants ont le temps d'apprendre toutes ces chansons, et puis le soir, il faut leur apprendre autre chose que les pétards, en tout cas. Il faut les aider à aller vers autre chose, à apprécier le chant, à apprécier peut-être la lumière, des objets de lumière. Est-ce que vous savez qu'Alger, un jour, a été sauvé d'une attaque d'une flotte danoise grâce au Mouloud? Les pétards. Non, pas les pétards. Non, les bougies. Donc, ils sont venus la veille. Donc ils arrivent, ils encerclent, ils allaient bombarder la ville. Le soir, c'était la veille du Mouloud, il y a tous les Algériens qui mettent des bougies sur toutes leurs fenêtres. Donc ils ont vu, une ville illuminée. Non, la ville elle est immense parce qu'il y avait tellement de lumière. Ils se sont dit, si derrière chaque lumière il y a une personne, donc c'est des millions. Le lendemain, ils ne les ont pas trop. Ils sont partis. Et ben oui, c'est le baraka de Mouloud qui a sauvé Alger d'une attaque. C'est une belle anecdote en tout cas. Oui, c'est l'histoire qui veut que le prophète nous protège ici et là-bas et partout et tout le temps. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc merci infiniment Ahmed Garsen. C'est ce qu'on appelle un bon départ pour toute une série justement de séquences ici même à Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite une agréable journée et puis un agréable Mouloud. À vous aussi. Voilà. Allez, on anticipe pour vous aussi Lilia. Donc joyeux Mouloud. Voilà, que de bonnes choses pour toute la famille. Inch'Allah. Merci. Voilà. D'ici là, on se retrouve donc mercredi
mercredi prochain. Avec mercredi prochain avec le meilleur de l'actualité culturelle. Et on termine avec cette musique de l'Qubbi, toujours des louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله وبيك نبدأ حبك في سلطان جسدي معزك يا عين وحدة مثل اللحلق يتسدي ابني شهادة فوق شهادة يا محمد انت سيدي شحال عزيز يا عين وحدة اللهم صل وسلم طول الدهر على نبينا قدر نجوم الليل لدب والامطار نازلين السلحف والحوت البكم في بحور الغامقين اغزل في خشب مسدد والمنسوج قميص شعر سلك حرير بيدي ما حملت بدنا هدودة يا صلى الله عليك البداية صلى الله عليك ود ألف سلام عليك تاني لولا انت لا نور جنة شرق لك لا نار سنين نحتاجوك اللي هي وهنا يا من بيك الساس حرر لي أبي وجدي ووالداتي وجد ارفق بي روحي وجسدي داويني نبرة من يا محمد شحال عزيز يا عين وحدة داويني بدواك نبرة من وسواس لا نراه إذا كان بليس عبرة عندي حية لا نراه أعوذ بالله نقرأ نختم بالقرآن فضل كتاب الله عندي يكفيني قوتي وعد نزم به القوم وحدي نفسي والشيطان لا يا محمد صلى الله عليك Voilà, tout de suite, nous allons parler santé avec un autre invité qui vient de nous rejoindre, Monsieur Chikali Mohamed en l'occurrence, qui est sous-directeur à la promotion de la santé mentale auprès du ministère de la Santé. Bienvenue. Merci. Bienvenue.
Vous êtes là dans le cadre de la promotion de tout un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Santé en faveur justement d'un accompagnement psychologique relatif à la pandémie. La pandémie, a eu ses conséquences par rapport à la mortalité, les atteintes. Donc voilà, la maladie est là, elle est dans les hôpitaux. Il y a toutes ces détresses qui ont été enregistrées, mais il y a aussi le volet psychologique qui est important aussi par rapport à cette pandémie. Mais cette détresse, c'est tout à fait le volet psychologique, détresse et impact psychologique sur toute la population en général, mais en particulier sur les patients qui ont été touchés par Covid, leurs familles, bien sûr, surtout les familles qui ont été endeuillées. Oui. Et on devine bien les circonstances des différents deuils et même des différents enterrements et tout le cérémonial qui doit rituellement dans notre pays et même ailleurs accompagner. Ça a été très pénible à vivre, le fait de se séparer de ce rituel, d'être obligé de... Absolument. Ce travail de deuil est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, donc c'est pas évident. Et ça a été très difficile pour les familles endeuillées. Donc les personnes touchées, leurs familles, les soignants, les intervenants divers, comme par exemple les services de sécurité, les pompiers, tout le monde a été impliqué et tendu pendant plus d'1 an et demi. Donc certainement qu'il y a des conséquences psychologiques. Donc dès le début, le ministère de la Santé, dès le début de la pandémie, c'est-à-dire en mars 2020, on avait commencé à un peu mobiliser nos troupes et nous avons des ressources en matière de psychologie. Donc, et nous avons 1000 psychiatres dans notre pays, nous avons plus de 1200 psychologues. Très bien. Et nous avons toutes les structures dans toutes les wilayats qui peuvent répondre. Donc, bien sûr, au début de la pandémie, le ministère de la Santé s'est beaucoup occupé des aspects somatiques de la maladie elle-même, des lits, de l'oxygène. Donc, vous savez très bien toutes les La réanimation. Donc, il avait fort à faire sur ce plan-là. Mais quand même, des premières instructions sont parties dès mars 2020. Oui. Ensuite, on a abouti en 2021, donc en avril exactement, à une instruction qui a été faite à toutes les wilayats, à messieurs les walis des wilayats et aussi au directeur de la santé des wilayats pour désigner un point focal par wilaya, un professionnel, ou un psychologue, ou un psychiatre, ou un médecin, sur lequel va s'appuyer le dispositif. Et on a mis en place au ministère de la Santé un groupe d'experts, ce qu'on a appelé le groupe technique de travail. Donc ce sont des experts du psychotraumatisme et des particularités de la réaction aux situations de catastrophe. Parce que toute catastrophe a son volet psychologique. À la limite, dans une catastrophe, et on peut citer un exemple, le tremblement de terre de Boumerdaz. Oui. Une fois que le tremblement de terre a eu lieu, il y a eu beaucoup de dégâts, bien sûr, humains, plus de 1000 morts, il y a eu beaucoup de dégâts matériels, mais ce qui reste, des mois, des années après Boumerdaz, c'est la détresse psychologique. C'est ce qu'on appelle le psychotraumatisme. C'est vrai que moi, j'ai observé sur le terrain, pendant l'exercice de mon travail, toutes ces équipes ou tous ces bénévoles, psychologues bénévoles qui étaient venus pendant les tremblements de terre de 2003, notamment à Boumerdaz, pour apporter toute l'aide psychologique aux familles, les enfants aussi, surtout. J'avais fait partie de ces équipes-là en 2003, mais il y avait beaucoup de monde et la question est d'ordonner. Vraiment, c'est une grosse question, c'est ordonner. Comment organiser, voilà. Très bien. Donc nous avons retenu la leçon de 2003 et maintenant avec cette pandémie, nous essayons de mettre en place un dispositif qui pourrait même être un dispositif pérenne qu'on peut activer à chaque catastrophe. Nous sommes malheureusement un pays où il y a beaucoup de catastrophes. Il y a les tremblements de terre, il y a les inondations. Le monde entier subit les catastrophes actuellement. Nous avons vu récemment les tremblements de terre qui ont un petit peu ébranlé certains pays. Et c'est vrai que nous venons aussi de vivre une catastrophe naturelle. Les feux de forêt, par exemple, qui ont ravagé le Djurdjura. Ça aussi. Est-ce que ce dispositif a pu être adapté à cette actualité ? Il est tombé puisque la note est partie le 20 avril. Et vous savez, premièrement, il y a la reprise de la pandémie. Rappelez-vous, en début juillet, quand les chiffres ont commencé à augmenter, quand il y avait la détresse des hôpitaux et de l'oxygène. Rappelez-vous, fin juillet, début août. Oui, l'avènement du Delta, donc ce variant qui est un peu effrayant. Donc, dès qu'on a mis en place ce dispositif, c'est-à-dire installé le groupe de travail, mis en place les points focaux, dès qu'on a mis ça,
il y a eu la reprise de la pandémie. On était très contents d'avoir ce dispositif sous la main. Et puis, il y a eu les incendies. Au cours des incendies, vraiment, je tiens à féliciter l'équipe du point focal de Tizi Ouzou, qui ont été très réactifs, qui ont su s'organiser en réseau avec les wilayats environnantes pour faire appel aux ressources qui viennent des autres wilayats et pour aussi cadrer tout l'effort monumental de solidarité qui a eu lieu à cette occasion. Donc il y a eu plein d'intervenants, des psychologues, des médecins, même l'aide matérielle. Il y avait des associations qui sont... Mais comme on avait... Ce sont des caravanes et des caravanes qui se sont déplacées. Ces caravanes, il fallait les structurer, les organiser. Il fallait aussi filtrer parce que au cours d'une catastrophe, l'intervention qu'on appelle de l'immédiat, les premiers jours, 2-3 jours qui suivent une catastrophe, il y a une intervention spécifique que les anglo-saxons appellent First Psychological Aid, l'aide psychologique d'urgence. Donc ça peut être apporté par tout bénévole. Donc on a associé des associations, les étudiants dans ce dispositif, les scouts, une association d'étudiants, des associations de bienfaisance. Donc on les a déjà associés. Donc tout ce beau monde qui est parti à Tizi Ouzou après il était très content de trouver une personne au niveau de la direction de la santé de la wilaya Tizi Ouzou qui était là en train de cadrer, d'organiser, de coordonner pour qu'il n'y ait pas de double emploi. C'est ce qu'on a vécu à Boumerdès par exemple, pour qu'il n'y ait pas de gens désœuvrés qui viennent mais qui ne savent pas trop quoi faire et comment faire. Donc il y a maintenant les moyens de communication permettent aussi. Donc très rapidement, le réseau s'est constitué autour de la psychologue d'Azazga que je félicite vraiment et qui a organisé donc, ce dispositif avec l'appui de la wilaya Tizi Ouzou et de monsieur le directeur de la santé de la wilaya Tizi Ouzou. Donc demain, si ce dispositif s'installe à tout point de notre territoire, qui est un grand territoire, il y a une référence, une personne dont on a le mail, dont on a le téléphone et qu'on peut solliciter et qui est en plus, logiquement, formée à l'intérieur. Ça aussi, c'est très important. Et les efforts de communication autour de ce nouveau dispositif se poursuivent, à l'instar de l'événement du 10 octobre dernier. Donc, il y a eu tout un regroupement autour de la question de la prise en charge psychologique et de l'accompagnement durant la pandémie qui sévit. En relation avec l'OMS, parce que l'OMS a soutenu cet événement et nous travaillons avec l'OMS sur ce sujet. Et l'OMS a réservé une place très importante au soutien psychosocial. C'est tout un programme, MHPSS, Mental Health and Psychosocial Support. Donc, c'est réservé aux pays en conflit, aux pays en difficulté, mais c'est aussi réservé aux catastrophes. Et la pandémie est une catastrophe mondiale. Donc, l'OMS a réservé une part importante à l'appui psychosocial. Et pour ce qui nous intéresse au ministère de la Santé, il est très difficile de dissocier les aspects psychologiques des aspects sociaux. Parce que quand on a des difficultés sociales, et là par exemple, une perte d'emploi, etc., ça a une conséquence psychologique. Et aussi, quand on a des troubles psychologiques, on a aussi des difficultés d'insertion sociale. Donc c'est très lié, mais nous travaillons sur ça. Et nous avons associé avec nous aussi 5 ministères. On aurait pu associer tous les ministères. Mais il y a 5 ministères, 5 secteurs qui interviennent dans ce dispositif au niveau central. Donc nous avons un comité, ce groupe de travail dans lequel existent ces ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Solidarité, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui disposent de ressources, qui disposent de moyens et qui sont tout à fait engagés dans ce processus. Au niveau national, et même l'instruction a été faite pour que au niveau local, les différentes directions de wilaya harmonisent leur activité et s'organisent. Et à la limite, ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'après-Covid. Quand le Covid, Inch'Allah, aura reculé. Et bien même là, il va y avoir il va certainement un accompagnement. Une demande de soins. Moi, j'ai l'impression que tout le monde a déprimé durant ces 2 années. Vraiment, les personnes qui étaient les plus calmes sont devenues nerveuses parce qu'on privait justement de certaines commodités, de certaines distractions auxquelles elles étaient habituées, de certains contacts. Le fait de rompre le contact avec les siens, avec ses amis, avec tout un cadre de vie qui change et qui est complètement bouleversé. Donc là, c'est vrai qu'il y a un impact. Et ça impacte différemment l'adulte et l'enfant. Donc comment est-ce que vous appréhendez donc, les séquelles de ces pandémies par rapport à l'adulte ou par rapport à l'enfant ?
Eh bien, il y a 3 catégories ou 4 qui sont distinctes et pour lesquelles même dans nos formations, parce que nous avons assuré 2 formations déjà pour les professionnels dans ce cadre-là, on distingue bien sûr l'enfant qui a ses particularités, surtout l'enfant scolarisé, parce que nous avons un Algérien sur 4 qui est à l'école. Nous avons 10 millions d'élèves dans notre population qui est un peu plus de 40 millions. Donc c'est une population très importante pour laquelle un dispositif a été mis en place même dans le cadre de l'accompagnement à la rentrée scolaire. Et c'est un travail qui continue. Donc l'enfant réagit très différemment par rapport à l'adulte. Pour ce qui est de toutes les souffrances psychologiques de l'enfant, nous allons maintenant dans notre pays plus de 100 pédopsychiatres et nous avons des psychologues aussi qui s'occupent d'enfants. Donc ces personnes, ressources, sont peut-être pas suffisantes en nombre, mais nous avons un personnel de qualité qui a œuvré dès le début et spontanément. On a vu dès mars 2020, beaucoup de pages se sont ouvertes, beaucoup d'efforts ont été fournis par les associations, par les institutions, par même des libéraux, des cabinets privés qui nous ont appelés pour apporter leur aide. Donc, pour ce qui est des enfants, la santé mentale de l'enfant est un souci pour le pouvoir public et le ministère de la Santé met en place des structures, on en a une vingtaine dans notre pays, hospitalières et aussi des structures extra-hospitalières. Elles vont être mobilisées dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant et la formation a retenu une spécificité de l'enfant. Il y a une autre spécificité qu'on oublie, c'est celle des personnes qui vivent avec une addiction, qui sont dépendantes d'une substance. Donc la pandémie a aussi perturbé leur accès aux soins. Oui. Nous avons 20 000 personnes qui viennent se soigner aux structures du ministère de la Santé. Donc ça a été perturbé parce qu'il y a des services qui ont fermé, il y a un accès qui est devenu difficile. Oui, parce que la contagion avait atteint certains centres hospitaliers, donc il y a eu la crainte d'aller vers les réseaux habituels, les médecins traitants. Donc on s'est détaché, il y a certains malades chroniques qui se sont complètement détachés de leurs médecins. Donc nous on les identifie comme une population vulnérable sur laquelle il faut veiller. Parce que malheureusement la toxicomanie dans notre pays, vous le savez, c'est un vrai fléau et il faut absolument, surtout les gens qui veulent se soigner, et je fais encore cet appel à cette occasion, il y a maintenant 43 centres de soins en addiction dans notre pays, ils sont ouverts et il faut absolument que les jeunes qui veulent se débarrasser de leurs toxiques le fassent. Et ils ont été perturbés par l'accès aux soins et aussi par l'accès à leurs substances. Donc il y a des conséquences aussi, les marchés. Donc oui, même en dehors de ça, par rapport aux antidépresseurs par exemple. Voilà, la population générale a eu un recours quelquefois de l'automédication aux psychotropes. Donc vous savez, tout le monde a été perturbé dans son sommeil. D'accord. Donc il y a eu un recours, les pharmaciens nous le disent, aux somnifères. On ne sait pas comment va évoluer cet usage de substances, comment il va évoluer. Il se peut qu'il reste encore des dépendances. Donc ça, c'est un volet sensible sur lequel Bon, il y a les personnes âgées. Et sur lequel s'est penché l'OMS. On voyait tout à l'instant défiler en images le programme aussi desservi ou proposé par l'OMS à ce titre. Donc qui peut être suivi également, donc on peut s'inspirer. Mais c'est vrai que, allez-y, terminez l'idée par rapport à ces addictions. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous avez dit par rapport aux relations. Nous sommes un pays où les liens familiaux sont très forts. Nous sommes différents, peut-être très différents des pays occidentaux. Donc nous sommes un pays où le Covid a fait beaucoup de dégâts en isolant surtout les personnes âgées. Les personnes âgées, j'allais y venir justement. En isolant, c'est une spécificité aussi. Donc, nous n'avons pas d'EHPAD dans notre pays, nous n'avons pas beaucoup de centres pour personnes âgées, nous en avons, mais le besoin, il est encore pas très très fort, mais il y a quand même ce besoin-là de personnes âgées désocialisées. Ce n'est pas un grand nombre, mais ce n'est pas de nos habitudes du tout de mettre les personnes âgées, d'isoler les personnes âgées dans des centres. Donc, ils sont dans les familles. Ou bien ils font très, très entourés. Et ça, c'est général. C'est-à-dire toute personne âgée rencontre sa famille une fois par semaine, tous les jours, tous les mois. Mais en tout cas, ce lien, il était très fort. Il a été perturbé. On l'a perdu, effectivement, durant cette pandémie. Effectivement, les personnes du troisième âge. On devine l'impact sur les personnes âgées.
Oui, dépression, voilà. En plus, ces personnes âgées ne déprime, comprennent pas très bien oui. pourquoi cette coupure, pourquoi vous venez Pourquoi pas. est-ce qu'ils ne viennent pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas mes enfants? Pourquoi est-ce que, Donc voilà, personne ne me rend il y a un visite? impact sur ces personnes âgées et quelquefois même cet impact, il peut il peut être fort. C'est-à-dire qu'il peut même déterminer des troubles. Parce qu'à un certain âge, on devient sensible et on peut développer même des troubles de la mémoire, un Alzheimer. Un c'est Alzheimer l'âge. oui, parce que l'Alzheimer vraiment ne fait pas bon ménage avec l'isolement. Voilà, il Il peut être faut aggravé. vraiment, oui, il peut être aggravé. Il faut vraiment que les personnes âgées soient complètement entourées par leur famille ou leurs amis, effectivement, Et puis pour il y a les les préserver malades. de ce fléau. Première catégorie, les malades chroniques. Donc les malades qui ont des maladies chroniques, qui ont été très perturbés et impactés psychologiquement, y compris les malades qui sont atteints de troubles psychiques. Donc les malades mentaux ont été très perturbés aussi par cette pandémie. Donc les dégâts sont énormes sur le plan psychologique. Oui. Absolument. Bon, on parlait de solidarité à l'algérienne. C'est vrai que lors d'un décès, lorsqu'un décès survient, c'est vrai qu'on a tendance à entourer la famille du défunt, à accompagner la famille du défunt pendant justement le rituel justement de l'inhumation et voilà l'enterrement. Et là, on n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça depuis la pandémie. Donc ça crée vraiment une rupture terrible. Hein. Une rupture terrible. Absolument. Pour citer un exemple, dans beaucoup de régions en Algérie, quand il y a un décès, la famille ne s'occupe de rien, c'est les voisins qui préparent les repas, qui accueillent, qui s'occupent. Donc c'est comme ça dans toutes les régions du pays. Donc ça, on n'a pas eu droit pendant cette pandémie. Et c'est affreux, on a vu tous des petits défilés derrière un cercueil. C'est douloureux pour les familles. Et je pense qu'il en... je l'espère C'est pas. difficile de faire un deuil après ça. Voilà, de cette façon. Voilà, ce sont des deuils pathologiques. Ce ne sont pas des deuils ordinaires. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Chekali Mohamed. Vous êtes, je le rappelle, sous-directeur à la promotion de la santé mentale auprès du ministère de la Santé. Vous étiez là à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale de la santé et de la santé mentale. Voilà, donc c'était le 10 octobre dernier. Et tout un programme, justement, tout un dispositif d'accompagnement psychologique relatif à la pandémie Covid a été mis en avant lors de cette rencontre. Merci infiniment de nous avoir accompagnés, d'avoir communiqué par rapport à cet aspect. Merci beaucoup. Voilà, bonne continuation à toutes vos équipes. Merci. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Nous vous avions promis aussi de découvrir un musicien qui vient de devenir, voilà, depuis cette semaine ou voilà, récemment nommé chef des chœurs symphoniques de l'Opéra d'Alger. Il s'agit de Zoher Mazari. Il arrive tout de suite. Restez avec nous. Peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support
ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA. C'est l'IMA à faire. C'est bon, c'est parti. Et voilà pour cette dernière ligne droite. Donc vient de nous rejoindre Zohair Mazari, qui est chef de chœur auprès de l'Opéra d'Alger, bien sûr, les chœurs symphoniques en l'occurrence. Bienvenue. Bonjour. Voilà, ce sont de nouvelles missions voilà, qui vous ont été confiées au sein de l'Opéra d'Alger. Vous en êtes content? Écoutez, ben oui, c'est un plaisir de travailler déjà à l'Opéra d'Alger, donc chose que je fais depuis plusieurs années. Donc, mais là, c'est vraiment l'Opéra d'Alger a vraiment institué un chœur officiellement, donc par rapport depuis un peu moins d'un mois. Donc, on a même organisé des auditions donc, nationales. Oui, c'était du 20 au 24. Donc, du 20 au 24. Voilà, oui. C'était par rapport aux musiciens, mais aussi par rapport aux chanteurs choristes. Oui. Donc, et nous en avons sélectionné plus d'une quarantaine donc, lors de ces auditions. Voilà. C'est très bien. Donc, sur 120 candidats, donc, vous avez pris la crème de la crème pour enrichir, pour développer les orchestres donc, affiliés à l'Opéra d'Alger. Tout à fait, développer l'orchestre, enrichir l'orchestre symphonique, mais aussi créer un chœur professionnel. D'ailleurs, donc, la directrice, Madame Namous, nous a permis de créer même un atelier pour former ces choristes, pour les accompagner donc, chaque semaine. Oui, il y a une formation spécifique pour les mettre... Par rapport à la voix, par rapport à la technique vocale, à l'interprétation, mais aussi à les former à devenir des choristes lecteurs, donc, pour qu'ils puissent lire et écrire la musique. Donc, justement, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre un cursus au conservatoire ou bien dans un institut. Vous vous êtes vous-même abreuvé justement de professionnels en la matière. Vous avez accompagné le chef d'orchestre, Amin Kouider, pendant des années. Donc, tout à fait. Et votre formation a permis que vous ayez cet héritage, ces connaissances nécessaires. J'ai eu la chance d'être accompagné par de nombreux maîtres, dont Amin Kouider, que vous avez cité, mais aussi Aziz Hamouli, Rabbi Rahmou, donc, qui était chef de chœur, lui. Qui était chef de chœur, tout à fait, auprès de l'Orchestre symphonique national. Donc, et moi-même j'étais son choriste puis son assistant donc, et c'est lui qui m'a appris aussi la direction de chœur donc, mais aussi de nombreux profs au conservatoire bien avant, voilà. Oui, c'est une fonction assez particulière qui nécessite quand même un côté pédagogique, un côté très humain. Et ils sont rares, les chefs de chœur chez nous. Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils se comptent sur le bout des doigts. Oui, oui, tout à fait. Donc, on vient d'en perdre un grand chef de chœur qui est Rabah Kadam Rabbi Rahmou. Donc, on vient de le perdre. Mais c'est vrai que c'est un métier assez rare. Malheureusement, il n'y a pas de formation en Algérie. Il n'y a pas eu de classe qui forme actuellement des chefs de chœur. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Aziz Hamouli. Et du coup, donc, c'est un peu un hasard qui a fait ça. Donc, mais malheureusement, au conservatoire ou bien dans les instituts, on ne forme pas de chefs de chœur, ni même de chefs d'orchestre d'ailleurs. Donc, c'est ça qui est un peu désolant. Oui, absolument. Donc là, vous avez pris les rênes de cette nouvelle institution. Tout à fait. Voilà, vous avez été nommé en même temps que d'autres chefs d'orchestre, n'est-ce pas? Tout à fait, j'allais en parler. Donc, c'est en même temps que Lotfi Saïdi, un jeune chef d'orchestre, un excellent chef d'orchestre d'ailleurs. Oui. Donc c'est un peu une nouvelle vague un peu jeune qui est en train de s'instaurer donc, à l'Opéra d'Alger, donc, grâce aussi à la directrice Madame Nemos, qu'on salue. D'accord, Lotfi Saïdi, c'était pour l'orchestre des anciens. L'orchestre symphonique. L'orchestre A, ce qu'on appelle l'orchestre symphonique A. Et puis il y a eu Sid Ahmed Fellah pour l'orchestre B. Sid Ahmed Fellah, tout à fait, qui est chef d'orchestre à la Radio Nationale. Et là, et aussi Fatah Mehala, donc, qui est un très grand musicien, donc chef d'orchestre aussi pour l'orchestre B. Donc et vous-même. Et moi-même pour le chœur, tout à fait. Très bien. Donc 4 institutions sont nées, ou plutôt ont été réorganisées grâce aussi à ce nouveau recrutement, donc qui va un petit peu embellir, enrichir. Effectivement. Donc l'opéra s'est vu recruter donc dans plusieurs domaines, même dans le domaine du ballet. Donc il y a 6 mois de cela, donc un casting de danseurs aussi a été fait par rapport à cela. Donc c'est vraiment donc des solistes également. Aussi, il y a eu des solistes qui ont été recrutés, des chanteurs aussi. Tout à fait. Donc
parmi les choristes qu'on a auditionnés, les chanteurs choristes qu'on a auditionnés, on a vu qu'il y avait vraiment des chanteurs qui avaient vraiment la fibre de soliste, qui sont formés d'ailleurs, qui ont suivi une formation au sein des instituts. Donc on en a plusieurs. Et justement, même ces solistes-là, nous allons les accompagner lors d'ateliers pour pouvoir pouvoir un peu travailler. Et effectivement, leur mais donner aussi, le niveau nécessaire. tout à fait, rehausser aussi le niveau. Malheureusement, c'est des solistes, mais qui n'ont pas eu la chance de travailler donc avec l'orchestre. Leur technique de chant. Tout à fait. Donc c'est aussi un plus pour eux, voilà. C'est dire un petit peu que voilà, il y a une réflexion sérieuse pour la carrière des musiciens actuellement. Tout à fait. Surtout par rapport à tout ce qui est rehausser leur niveau, essayer de les accompagner. J'insiste sur cela. C'est surtout donc leur donner la chance de pouvoir compléter leur formation par une formation qui est beaucoup plus pratique, une formation de terrain, voilà, donc au sein de l'Opéra d'Alger. Très bien, l'Opéra d'Alger qui a offert tout un cycle de formation en danse, en musique, en théâtre, en tous les arts du spectacle de manière générale. Effectivement, donc moi-même j'enseigne le chant au sein de l'opéra. Avec des professionnels, j'allais dire, voilà. Tout à fait, donc des cours de musique, violon, piano, guitare, et aussi danse, théâtre, donc c'est vraiment... C'est une très belle dynamique pour un début de saison, c'est excellent, c'est très prometteur, en vue justement d'offrir certainement une très belle programmation avec à la carte toutes ces nouveautés. Voilà, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter, Zoher? Écoutez, donc j'espère que cette nouvelle dynamique va nous donner la chance de pouvoir créer de très beaux spectacles, surtout avec l'orchestre symphonique, surtout avec le nouveau chef d'orchestre, Lotfi Saidi. Donc c'est vraiment une très belle énergie qui est en train de se créer au sein de l'opéra, donc j'espère que ça va bien continuer. Un souffle de jeunesse qui vient justement de caresser cette institution, l'opéra Boualem Bessaïeh en l'occurrence, donc qui offre la chance aux jeunes talents d'émerger, à l'instar de notre invité aujourd'hui, Zoher. Donc bienvenue encore une fois et merci d'avoir été là, Zoher Mazari, chef de chœur au sein de l'orchestre justement symphonique de l'Opéra d'Alger. Merci à ceux qui nous ont suivis. On a été vite pour la dernière séquence parce que bon, trafic routier oblige, notre invité vient d'arriver. Mais bon, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous, avec lui également et avec tous ceux qui ont composé la mosaïque de Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Restez avec nous, donc les émissions de Canal Algérie se poursuivent. Et puis bon, voilà, je vous souhaite une excellente journée. On vous retrouve dès demain pour le programme Bonjour d'Algérie. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour d'Algérie tout en couleur avec